Je vous présente la 6e leçon du module Programmation avancée. Cette leçon s'intitule Classe de complexité algorithmique. Si on avait, durant les leçons précédentes, présenté les 5 notations de complexité algorithmique, dans cette leçon, on va essayer d'expliquer quelles sont les classes algorithmiques pour mieux analyser la complexité d'un algorithme. Alors tout d'abord, on va essayer de proposer une approche pour mieux appréhender la complexité. Ensuite, on va détailler les problèmes et leur décidabilité, les problèmes faciles, puis les problèmes difficiles. Donc commençons par mieux appréhender la complexité. Alors, comment appréhender la complexité? Si jamais, par exemple, la taille du problème n, elle croît horizontalement, et là, en fait, on présente le temps de réponse d'un certain algorithme lié à sa complexité. Par exemple, ici, l'algorithme est de complexité linéaire, quadratique, cubique, n à la puissance 5, 2 à la puissance n et 3 à la puissance n. Donc ici, par exemple, ici, au fait, ça représente le temps de réponse d'un algorithme linéaire avec un problème de taille 60. Alors, bon, ici, on remarque que des secondes et des minutes. C'est-à-dire que là, par exemple, pour un problème de complexité 2 à la puissance n, et donc le problème de taille 30, en 17,9 minutes, notre algorithme exponentiel répond. Pour un problème de taille 20, pour un algorithme de complexité 3 à la puissance n, le problème de taille 20 sera traité en 58 minutes. Déjà, on commence à passer des secondes aux minutes, et là, on approche l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, cet algorithme de complexité 3 à la puissance n doit traiter un problème de taille 30? Bon, au fait, il passe 6,5 années. Pour un problème de taille 40, un algorithme de complexité 3 à la puissance n, ben, il passe des siècles. Donc, et ici, au fait, 3 à la puissance n pour un problème de taille 60, ben là, on passe 1,310 à la puissance 13 siècles. Donc, ceci montre à quel point un problème de complexité importante peut croître très rapidement, avec une vitesse vertigineuse, ce qui fait que l'on ne peut plus traiter à l'échelle humaine un certain problème de taille n. Donc il faut penser à réduire tant qu'on peut la complexité des programmes qui résolvent un certain problème. Tant qu'on peut, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours possible, en fonction de la difficulté des problèmes, et on va tout à l'heure attaquer la notion de problème difficile versus problème facile. Alors ici, en fait, on représente pour une machine actuelle son temps, la taille du problème qu'elle traite en 1 heure. Donc en fait, pour un algorithme linéaire, elle peut traiter un problème de taille N1 en 1 heure. Pour une machine 100 fois plus rapide, elle peut traiter 100 fois un problème de taille N1. Pour une machine 1000 fois plus rapide, elle peut traiter 1000 fois le problème en 1 heure. Alors maintenant, si on regarde pour un problème d'algorithme quadratique, si une machine actuelle traite le problème de taille N2, une machine 100 fois plus rapide, elle ne peut traiter que 10 fois un problème de taille N2. Et 1000 fois plus rapide, elle ne peut traiter que 31,6 problèmes de taille N2. Ce qui veut dire que malgré le fait que les machines deviennent de plus en plus rapides, si un problème est difficile à résoudre, donc à un algorithme très lent,
même si la machine, elle grimpe, donc vous voyez le facteur 100 fois plus rapide et 1000 fois plus rapide, même si on multiplie la vitesse de réponse de la machine par 1000, on ne peut traiter que 31 problèmes en une heure. Hein. Ce qui fait que la complexité sous-jacente au problème, elle est importante, elle est difficile donc à répondre à cette complexité juste en multipliant par 100, par facteur de 1000, la rapidité d'une machine. Donc en fait, ici si on prend l'extrême 3 à la puissance n, en une heure, une machine actuelle peut traiter un problème de taille n6, mettons. Alors, une machine 100 fois plus rapide ne peut traiter que ce problème-là, plus un certain epsilon. Donc, qui est vraiment très faible par rapport à n6. Et une machine 100 000 fois plus rapide, elle ne peut traiter que ce même problème-là, plus 6,29, ce qui est un epsilon. Donc, pour un problème de taille 3, de complexité 3 à la puissance n, même en multipliant la rapidité de la machine par 1000, on n'arrive pas à avoir vraiment une taille plus grande du problème traité en une heure. Alors, on va revenir sur les appellations des ordres de grandeur courants. Alors, grand O de 1 ou grand O de C, donc un problème dans cet ordre-là est nommé constant. Un problème en O de n est nommé problème linéaire. Un problème en grand O de log de n est nommé problème logarithmique. Un problème en grand O L log de n est nommé quasi-linéaire. Alors un problème en grand O n à la puissance k est nommé polynomial, ou la classe P. Quand k est égal à 2, on le nomme quadratique. Quand c'est égal à 3, on le nomme cubique, etc. Alors, un problème en grand O de n à la puissance log de n est appelé problème quasi-polynomial. Et quand il s'agit d'un problème complexe en O de 2 à la puissance n, il s'agit d'un problème exponentiel. Donc, là, on va traiter la notion de décidabilité. Quand est-ce qu'on dit qu'un problème est décidable? On va voir qu'il y a les classes des problèmes non décidables, semi-décidables et décidables. Donc tout d'abord, on commence par définir ce que c'est qu'un problème semi-décidable. Un problème semi-décidable est dit décidable si l'ensemble de ses solutions est récursivement énumérable. Donc un problème est dit décidable si l'ensemble de ses solutions peut être récursivement énumérable. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un ensemble E est récursivement énumérable. Alors, s'il existe un algorithme qui, pour un X donné, l'algorithme répond en un nombre fini d'étapes si X appartient à l'ensemble, me peut répondre non ou ne pas s'arrêter si X n'appartient pas à l'ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que si, pour un certain ensemble, l'algorithme qui existe, qui au fait décide si un certain élément appartient à l'ensemble, donc cet algorithme répond en temps fini. Mais par contre, pour répondre si ce même élément n'appartient pas à l'ensemble, alors soit il s'arrête et dit il n'appartient pas à l'ensemble en temps fini, ou bien il ne peut jamais s'arrêter, donc on dit que cet ensemble est récursivement énumérable. Donc l'ensemble lui-même, on peut s'arrêter en temps fini, mais le complémentaire de l'ensemble, on peut soit s'arrêter, soit ne jamais s'arrêter. Donc ça, c'est un problème semi-récursivement énumérable. Et donc, l'ensemble récursivement énumérable, si l'ensemble de solutions est récursivement énumérable, le problème dans cet ensemble, c'est l'ensemble de solutions, est dit semi-décidable. Alors maintenant, si on sait ce que c'est qu'un problème semi-décidable, un problème indécidable, c'est un ensemble. Donc on dit qu'un ensemble est indécidable si ni lui ni son complémentaire ne sont récursivement énumérables. Alors, un ensemble est indécidable si ni l'ensemble ni son complémentaire ne sont récursivement énumérables.
Et donc, un problème est dit indécidable si l'ensemble de ses solutions est indécidable. Donc, en fait, un problème est semi-décidable si l'ensemble de ses solutions est récursivement énumérable. Un ensemble est dit indécidable si ni lui ni son complémentaire ne sont récursivement énumérables. Et un problème est dit indécidable si l'ensemble de ses solutions est indécidable. Alors, un problème maintenant est dit décidable ou calculable si l'ensemble de ses solutions est récursif. En d'autres termes, on peut lui trouver une solution, un algorithme qui converge en temps fini. Donc si on a défini la notion d'indécidabilité, de semi-décidabilité, là on parle du problème décidable, c'est-à-dire l'ensemble de ces éléments admettent une énumération en fait, récursive, et son inverse également. Donc il est décidable. Alors, un exemple de problème décidable, par exemple, le problème de vérifier si une liste finie est triée. Mettant une liste finie, vérifiant que cette liste est triée. En fait, il suffit, soit une certaine liste, élément E1, élément E2, etc., En, mais il suffit de vérifier que EI inférieur E égale à EI plus 1, quel que soit I allant de 1 à N moins 1. Et donc ça, il y a un algorithme qui se termine en temps fini. Donc, ça, c'est un type de problème. Alors, pourquoi on dit que c'est indécidable en général? Si la liste est finie, bien sûr, on ne pourra pas se terminer en temps fini. Alors, un exemple de problème semi-décidable, problème de décider qu'une grammaire est ambiguë. Ça, c'est un problème connu en compilation. Une grammaire, on peut démontrer qu'elle est ambiguë en temps fini. Mais démontrer qu'elle n'est pas ambiguë, on peut trouver une méthode pour le prouver, comme on peut ne jamais décider si une grammaire n'est pas ambiguë. Donc le problème lui-même est simple, mais son inverse est difficile. Donc c'est un problème en fait semi-décidable. Maintenant un exemple de problème indécidable connu, le problème de décider qu'un programme finit par s'arrêter ou pas. Donc ça s'appelle le problème de l'arrêt. Alors, si jamais on a un algorithme qui prend une certaine donnée en entrée, ok? Et donc cet algorithme-là, il va converger dans un temps donné. Alors, prouver que l'algorithme s'arrête, ça veut dire prouver que quelle que soit la donnée en entrée, l'algorithme s'arrête. Donc, si l'espace des données est infini, on ne pourra pas vérifier en temps fini que l'algorithme s'arrête. Parce que l'espace des données est infini, on ne pourra pas vérifier que pour toutes les données de cet espace-là, l'algorithme s'arrête. Donc c'est un problème connu parmi les problèmes indécidables. Alors, positionnement. Donc en fait, il y a les problèmes non décidables et il y a le reste des problèmes. Alors, si un problème n'est pas non décidable ou n'est pas indécidable, alors il peut soit être semi-décidable, ou bien, plus fort, il peut être décidable. Donc en fait, généralement, la classe des problèmes que l'on traite en programmation avancée sont des problèmes décidables, généralement. Donc, on n'est jamais dans le non décidable parce que le non décidable, il n'admet pas d'algorithme. Alors, si on a traité dans cette première partie la différence entre un problème non décidable, un problème semi-décidable et un problème décidable, on va maintenant, si je peux dire, zoomer sur les problèmes décidables et essayer, parmi ces problèmes décidables, de différencier encore plusieurs classes, à savoir les problèmes
difficiles et les problèmes faciles. Alors, commençons par les problèmes faciles. Alors, une première classe de problèmes faciles est la classe constante, qui est en fait la classe des problèmes en grand taux de cas. Donc, un problème P est dit constant si le temps de réponse de P est en grand taux de cas, où K est une constante ne dépendant pas de la taille de P. Donc, en fait, elle est constante, c'est fixe, quelle que soit la taille de P, notre algorithme répond en coût constant. Alors, exemple, retourner le ième élément d'un tableau. Je sais que l'accès, si j'ai un certain tableau, l'accès à T de I s'effectue à travers l'accès au pointeur sur l'élément 0 plus I, donc le déplacement. Et donc, là, c'est systématique, plus un déplacement, c'est systématique. Donc, en fait, l'accès au ième élément d'un tableau se fait immédiatement, c'est-à-dire en coût constant. Éliminer la tête de pile, on va voir les piles et on va s'imprégner de ce problème d'élimination de la tête de pile. On va aussi voir les fils et s'imprégner du fait qu'enfiler un message dans une file, c'est aussi en coût constant. Alors, si la classe des problèmes constants répond immédiatement, la classe log de n ou logarithmique est la classe des problèmes dont le temps de réponse est en grand taux de log de n, où n, c'est la taille de P. Donc cette fois, la réponse n'est pas constante, la réponse est en fonction de la taille du problème en entrée. Et donc, cette fonction, elle est logarithmique. Alors, par exemple, quand on veut faire une insertion ou une recherche d'un élément dans un arbre binaire de recherche. On va voir les arbres binaires de recherche dans les leçons à venir et on va donc comprendre que insérer ou rechercher un élément dans un arbre binaire de recherche est en log de n. Calculer le minimum d'un arbre binaire de recherche, etc. Donc, tous ces problèmes sont des problèmes logarithmiques. Alors, il y a la classe linéaire. Alors, un problème P est dit linéaire si le temps de réponse de P est en grand taux de n, où n est la taille de P. Donc, ça suit au fait une droite linéaire fonction de la taille de P. Des exemples, quand on veut rechercher le maximum d'une liste d'éléments, on est obligé de scruter élément par élément jusqu'au dernier élément pour trouver le maximum. Donc on est bien obligé de scruter les n éléments. Donc on est en O de n linéaire. Produit scalaire. On a deux vecteurs et on effectue leur produit. On a un premier vecteur et on a un deuxième vecteur. OK? Et on effectue les produits le produit scalaire, la somme de I de I, V de I. Donc on effectue n opérations de multiplication plus n addition. Donc ça c'est aussi linéaire. La factorielle, donc factorielle de n, c'est factorielle de n moins 1 fois n, etc. La somme de n éléments. Donc tous ces problèmes sont des problèmes linéaires. Alors la classe n log de n. Alors un problème est dit n log de n ou quasi linéaire si le temps de réponse de P est en grand taux de n log de n, où n est la taille de P. Alors, ce genre de problème est dit quasi linéaire. Alors, des exemples, transformation d'une liste en arbre binaire de recherche. Là aussi, il faut attendre la leçon des arbres binaires de recherche pour s'imprégner de cette notion. Et puis, le tri rapide
qui est dit aussi très quicksort. Donc, tous ces problèmes sont des problèmes n log de n. Alors, la classe P dite polynomiale. Alors, un problème est dit polynomial si le temps de réponse de P est en grand taux de n à la puissance k, où n est la taille de P et k, une constante ne dépendant pas de P. Si on a vu parmi les problèmes faciles la classe constante, la classe logarithmique, la classe L log de n et la classe polynomiale, là on voit au fait que la classe polynomiale, c'est la classe au fait qui est la plus difficile, si je peux dire, parmi les problèmes faciles. Pourquoi? Parce que là on a une puissance de n, avec une constante k qui, elle, ne dépend pas de n. Parce que si elle dépend de n, on tombe dans une classe plus difficile que la classe polynomiale. Alors, comme exemple, quand on fait un produit cartésien, donc on a un problème quadratique. C'est-à-dire, on a deux vecteurs. Alors, un produit cartésien, il faut relier le premier élément avec tous les éléments, puis le deuxième élément avec tous les éléments, etc., puis le dernier avec tous les éléments. Et du coup, en fait, il faut, pour chaque élément VI jusqu'à Vn, faire scruter le deuxième vecteur, ce qui fait que pour chaque élément, on doit scruter n éléments, ce qui nous donne, en fait, du n carré, donc quadratique. Un produit matriciel, donc c'est cubique, pas récursivité simple, pas efficace. Donc en fait, pour chaque ligne, chaque colonne, on effectue un produit scalaire. Le produit scalaire s'effectue linéairement, comme on a vu, c'est la classe linéaire, mais il y a n carré éléments dans la matrice résultante. Donc il y a n carré produit scalaire, et donc n carré fois n, ça fait n3, n cubique. Donc si on fait une récursivité simple, ce qui n'est pas efficace, on verra qu'on peut faire mieux avec l'approche divisée pour résoudre. On peut trouver un cas moindre que 3. Alors, la suite Fibonacci, on peut réduire le calcul de Fibonacci à un problème quadratique par programmation dynamique. On va voir ça aussi par la suite. Alors, si on a vu parmi les problèmes décidables la classe des problèmes faciles, il y a aussi la classe des problèmes difficiles. Alors, on a dit qu'au fait, dans la classe polynomiale, le cas qui est exposant de n, dans la classe polynomiale, le cas ne dépend jamais de n. Parce que s'il dépend de n, je vous ai dit qu'on tombe dans une classe difficile, qui est au fait la classe exponentielle. C'est-à-dire que là, l'exposant, lui, il dépend de n. Donc un problème est dit exponentiel si le temps de réponse de P est en grand taux de 2 à la puissance n, où n est la taille de P. Alors, des exemples. Par exemple, casser une clé de cryptage ou casser un mot de passe. Calculer la combinaison P parmi n. Coloriage d'un graphe. Satisfaisabilité d'une formule booléenne. Problème NP résolu inefficacement. Donc, on va revenir sur les problèmes NP et comment on peut les résoudre inefficacement en utilisant des algorithmes exponentiels. Donc, généralement, en fait, on a énormément de combinaisons à traiter. Et du coup, en fait, on a, par exemple, si on a juste à chaque fois 2 décisions à faire, et si on a n fois ce problème, on a 2 fois 2 fois 2 fois 2, ce qui fait 2 à la puissance n.
à chaque fois se posent deux problèmes. Hein? On peut aller comme ça très loin. Si jamais on va jusqu'à n, ben en fait 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, et on va aller au fait vers 2 à la puissance n. Alors, classe NP, non déterministe polynomial. Alors, un problème est dit non déterministe polynomial si pour résoudre P, il faut résoudre un non-déterminisme, mais une fois ce non-déterminisme est résolu, la réponse se fait en temps polynomial. Alors, un problème qui est non-déterministe polynomial, c'est un problème où l'on se confronte à un non-déterminisme. On doit faire un choix. Alors, dès lors qu'on fait ce choix, évaluer que le choix qu'on a fait est une solution ou pas s'effectue d'une manière polynomiale. Je vous donne un exemple. Par exemple, je dois trouver un mot binaire sur n bits. Par exemple, une clé de cryptage, un mot de passe perdu. Alors, devant moi, j'ai toujours deux choix. Soit 0, soit 1. 0 ou 1, 0 ou 1, etc. N choix possibles. Alors, ici, si on a ici deux choix, ici il faut deux choix, etc. Donc, on a un non-déterminisme. Mais une fois on donne une certaine proposition, il est très simple de vérifier que cette chaîne est la clé qu'on cherche ou pas. Donc il y a un non-déterminisme, et dès lors qu'on résolve d'une manière ou d'une autre ce non-déterminisme, en fait, c'est très simple de vérifier que c'est une solution d'une manière polynomiale. Alors, pour résoudre ce genre de problème, des solutions qui sont inefficaces peuvent être des solutions exponentielles. C'est-à-dire, en fait, ici deux choix, deux choix, deux choix, deux choix. Donc, deux choix, n fois, 2 à la puissance n. Donc, on peut tomber sur des algorithmes exponentiels pour résoudre des problèmes NP. Alors, quelques exemples de problèmes. La satisfaisabilité des expressions booléennes. Donc, si l'on considère au fait que, cette clé, ce tableau, ce n'est qu'une expression booléenne de n booléens, avec des et et des ou par exemple, et chaque booléen c'est un 0 ou c'est un 1, au fait, chaque configuration c'est une chaîne de 0 ou de 1, et il suffit de vérifier sur ces 0 de 1, est-ce que la proposition elle est fausse ou elle est vraie. Donc c'est le problème au fait de satisfaisabilité. Alors, il y a un problème plus simple qui est 3 SAT, qui est la satisfaisabilité à 3 variables. Donc d'autres problèmes existent, isomorphisme de sous-graphe, couverture de graphe, voyageur de commerce, problème du sac à dos, plus court chemin. Tous ces problèmes sont des problèmes NP. Alors, on parle aussi de réduction de problèmes. On dit qu'un problème P peut être réduit à un problème P', et on note P inférieur à P'. Ce qui veut dire qu'il existe une transformation T telle que, quel que soit x, résoudre P de x revient à résoudre P' de T de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, dans la transformation de problème, si on a un problème dont on ne connaît pas une solution, et on a un autre problème dont on connaît la solution, et si on sait qu'en transformant les données de ce problème en entrée de ce problème, on peut résoudre ce problème en résolvant ce problème, ça veut dire en fait que ce problème se réduit à la résolution de ce problème. C'est de la transformation de problème. Et par exemple, multiplier par 2 un nombre n binaire peut être réduit à décaler à gauche les bits sur lesquels est codé n. Donc le problème en fait de multiplication se réduit à un problème simple de décalage. Le problème de tri de n réel peut être réduit à trouver l'enveloppe convexe sur les couples
xi, xi carré. C'est-à-dire, si j'ai n nombres, je pourrais, par exemple, dire, pour chaque au fait nombre, je vais trouver le carré, et puis au fait, je vais essayer de trouver l'enveloppe convexe de ces différents points x carré. Et si je trouve au fait l'enveloppe convexe, il suffit de parcourir l'enveloppe convexe dans le sens contraire de l'horloge pour au fait trouver au fait l'ordre correct. Il faut dire que toute réduction n'est pas intéressante, mais elle existe. Alors, si L1 se réduit à L2, alors si L2 est polynomial, ça implique que L1 est polynomial. C'est-à-dire que si le problème 2 est facile, le problème 2 est facile, et le problème 1 se réduit au problème 2, ça veut dire que le problème 1 est aussi facile. Donc, facile, polynomial. Maintenant, si L1 se réduit à L2, alors, si L1 n'est pas polynomial, implique que L2 n'est pas polynomial non plus. C'est-à-dire qu'au fait, si le problème 1 est difficile, et s'il se réduit à un problème P2, alors le problème P2 est au moins aussi difficile que le problème P1. Si un problème est difficile, on ne peut pas le réduire à un problème facile. Alors si L1 se réduit à L2, et L2 se réduit à L1, on dit que L1 et L2 sont polynomialement équivalents. C'est-à-dire que si un problème peut se réduire à un problème, et ce deuxième problème lui-même peut se réduire au problème initial, en fait là, ces deux problèmes sont polynomialement équivalents. Alors, la classe NP dure, un problème est dit non déterministe polynomial, dur, ou NP dur, si tous les problèmes NP peuvent être réduits en temps polynomial à P. Un problème est dit NP dur, si tous les problèmes NP, non déterministes polynomiaux, peuvent se réduire à ce problème-là. En quelque sorte, voilà la classe NP, la classe des NP durs. Alors, elle déborde. La classe des NP durs, c'est une classe de problèmes pour lesquels tous les problèmes NP peuvent se réduire. Alors, on va voir que l'intersection forme également une autre classe. Alors, il y a des exemples qui existent dans la littérature. Par exemple, 3 SAT et NP dur. Trouver le plus grand sous-ensemble de sommet d'un graphe G non orienté 2 à 2 non adjacent, c'est un problème aussi NP dur. Alors, un problème NP complet, il est dit NP complet si il est NP dur et si il est NP. Un problème NP complet, en quelque sorte, c'est l'intersection entre les problèmes NP durs et les problèmes NP. Donc, si lui-même est NP dur et il est aussi NP. Donc, en fait, il va se trouver, c'est l'intersection entre NP dur et NP. C'est la classe NP complet. Donc, il existe plusieurs problèmes NP complet. Le 3 coloriage d'un graphe, 3 SAT se réduit à lui. La recherche d'un circuit hamiltonien dans un graphe. Alors, positionnement. On a vu les problèmes indécidables, les problèmes semi-décidables, les problèmes décidables. Et parmi les problèmes décidables, on a vu les problèmes faciles et des problèmes difficiles. On a vu la classe NP, non déterministe polynomiale. Au fait, elle inclut la classe polynomiale. Parce que dans la classe polynomiale, on n'a pas besoin de résoudre de non-déterminisme. Alors, il y a la classe NP dure, et on a dit au fait que la classe des NP durs sont l'ensemble de problèmes, au fait, vers lesquels peuvent se réduire ou se réduisent tous les problèmes NP. Et les problèmes NP complets viennent à l'intersection de la classe NP et de la classe NP dure. C'est-à-dire qu'un problème NP complet est lui-même
NP dur, bien sûr, et lui-même NP. Donc, parmi les problèmes polynomiaux, ben, on a les quadratiques, les cubiques, etc. Parmi les problèmes NP complets, ben, on a n log de n, l'exponentielle, le log de n exponentielle n log de n, la factorielle, c'est-à-dire tout problème en haut de ces différentes fonctions est considéré NP complet. Alors, quelques idées de résolution. Les algorithmes d'approximation polynomiaux convergent à des solutions presque optimales pour les problèmes NP durs. Donc, il existe des algorithmes d'approximation en temps polynomial. Alors, ça existe et ça converge à des solutions presque optimales. Donc, pas toujours optimales, mais assez rapides. Il existe des algorithmes récursifs exponentiels qui sont applicables pour des espaces de solutions restreints ou quand le pire des cas est peu probable. On a vu tout à l'heure que, au fait, un problème pour trouver une certaine clé, en fait, on a utilisé un problème aveugle et on a trouvé que c'est un problème exponentiel. Donc, en fait, c'est un problème récursif. Alors, ces problèmes récursifs, ces algorithmes, en fait, récursifs, sont applicables pour des espaces de solutions restreints. Il faut dire, on ne peut pas avoir des tailles n assez grandes et quand le pire des cas est très peu probable. Donc, il y a des algorithmes d'approximation polynomial, de temps polynomial, mais qui ne sont pas, qui donnent des solutions presque optimales. Il y a des algorithmes récursifs, mais qui sont très lents, exponentiels, qui ne peuvent pas être appliqués partout. Vous avez vu tout à l'heure, 3 à la puissance n, ça a donné des jours, puis des années, puis des siècles. Donc on ne peut pas appliquer 3 à la puissance n quand la taille du problème est grande. Alors, et puis il y a d'autres techniques pour optimiser les algorithmes récursifs. Alors, on va traiter dans les leçons à venir des techniques comme le backtracking, c'est-à-dire en fait le retour arrière. On ne développe pas en fait toutes les solutions, on ne développe que les solutions qui sont prometteuses. Et donc en fait, on prend une certaine combinaison, donc le non-déterminisme fait qu'on a un certain nombre de combinaisons, on choisit une combinaison, mais en fait, on ne va pas jusqu'au bout du développement de la combinaison, on peut s'arrêter juste avant. Donc retourner en arrière, on va voir ça en détail par la suite. Alors, puis en fait, on peut appliquer des heuristiques. On peut appliquer des heuristiques, donc en fait, on va voir ça en leçon 22, 25. Alors, pour résumer, on a des problèmes faciles, donc la classe polynomiale, logarithmique, constante, linéaire. On a des problèmes difficiles, on commence par l'exponentielle, puis le NP, puis le NP dur, puis le NP complet. Alors, pour résoudre les problèmes NP dur, on a 3 types de solutions. Soit des solutions d'approximation polynomiale, où là, c'est des solutions en fait, qui répondent avec des solutions presque optimales dans un temps polynomial. Il y a des solutions avec des approximations et des heuristiques, où là, en fait, soit on utilise des algorithmes exponentiels, on ne peut pas les appliquer toujours, ou on peut utiliser le backtracking et des heuristiques. Alors, il y a une question classique dont on n'a pas encore trouvé la solution, c'est que la plus grande conjecture de l'informatique, un des 7 problèmes ouverts du millénaire en mathématiques selon le Clay Institute, est-ce que P est égal à NP? C'est-à-dire que si l'on a dit que la classe NP contient la classe P, si on a dit que la classe NP contient la classe P, est-ce que P est égal ou pas à NP? Donc c'est un problème qui laisse réfléchir. Est-ce que ici, en fait, tous les problèmes qui sont là, on ne peut pas les réduire, en fait, polynomialement à des problèmes polynomiaux. Donc, c'est un problème ouvert de l'informatique jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Pour plus d'informations, allez sur le site de Netuno et cliquez sur le lien MedNetu.